Propose qu'on commence tranquillement, puisqu'il est déjà 19h05. Donc, ce que je disais, donc, Stéphane Le Gayel n'est pas disponible, donc je vous ferai la présentation de ce soir pour que les séminaires aient bien lieu régulièrement. Donc, on va voir le problème de convulsion, état de mal épileptique. Ensemble, je vous propose de m'arrêter sur le chat ou de vive voix si vous avez des questions. Il y a quelques questions au début autour d'un cas clinique pour participer. Donc, je vous demande d'être interactif pour qu'on reste dans les temps. Vous allez voir, ce n'est pas des questions très compliquées. Allez, on y va. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et je vous propose de discuter autour d'un cas clinique qui est relativement simple, mais qui est une histoire vraie. C'est un patient de 29 ans qui est suivi dans le service de médecine interne de l'hôpital pour une maladie de Wegener, qui a comme complication principale de cette pathologie systémique une insuffisance rénale chronique modérée, avec une créatinine plasmatique qui est à 160 micromoles par litre. Il prend de la prédnisone sur un schéma classique en décroissance progressive et du cyclophosphamide au long cours. Et puis en fait, il a un tableau neurologique aigu relativement brutal, hein, qui associe des céphalées frontales qui s'installent sur quelques heures, des troubles visuels. Il va être amené aux urgences de l'hôpital où il est d'emblée somnolent avec un Glasgow à 13. Il a 38,3, une pression artérielle 175 sur 90, fréquence cardiaque à 95 par minute, une saturation à 99% en air ambiant. Il est agité, confus. Il y a des hallucinations visuelles qui sont rapportées par son entourage. Il n'y a pas de déficit au niveau des membres, pas de paralysie faciale, pas de raideur méningée. Et puis en fait, il fait au box d'accueil des urgences rapidement donc 2 crises tonico-cloniques généralisées sub 1,30, hein, donc non résolutives après 1 milligramme de clonazepam qui a été administré en fait dès la première crise. Voilà, donc ça c'est la vraie vie, et c'est à ce moment-là que vous êtes appelé. Et donc, je vous propose de répondre à cette première question simple, de caractériser l'état clinique présenté par le patient. Donc, je pense qu'il y a des mots-clés qui tombent sous le sens, bien sûr, mais je veux que vous soyez précis. Donc, si vous voulez vous lancer sur le chat, on va voir si vous êtes état de mal épileptique fébrile. Donc, ça, c'est un très bon début, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce qu'on peut caractériser un petit peu plus? Alors, la réponse, c'est oui, on peut caractériser un tout petit peu plus, sinon je ne vous ferai pas patienter, bien entendu. Alors, voilà, effectivement, donc tonico-clonique généralisé, donc on a un mode de description d'état moteur, hein, du type d'état de mal, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est des crises tonico-cloniques, c'est généralisé, ok. Donc là, on a 2 notions supplémentaires. Et puis, si vous êtes fort, et j'en doute pas, je pense qu'il y a peut-être une autre caractéristique que vous pouvez d'emblée associer ou rajouter pour décrire cette présentation clinique. Hein. Bon, personne se lance, donc globalement, hein, c'est une notion qui est importante quand vous prenez en charge donc ce type de pathologie, hein, c'est de savoir si le patient très simplement est épileptique connu ou pas. Donc, s'agit-il d'un état de mal ou de convulsion inaugurale ou survenant dans le cadre d'une maladie épileptique préexistante. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et donc, pour répondre à la question de notre patient, il n'est pas épileptique connu, donc on peut rajouter inaugural sur la prise en charge. Et vous allez voir que, enfin, sur la description initiale, vous allez voir que c'est important, notamment sur le plan pronostic. OK. Alors, je repars sur ma diapositive. Donc, très clairement, l'état de mal épileptique tonico-clonique généralisé, donc c'est une crise ou des crises, mais donc une crise dont les manifestations motrices se prolongent au-delà de 5 minutes, ou des crises qui se répètent à des intervalles brefs, sans reprise de conscience entre les crises. Donc c'est ce que j'avais caractérisé par des crises donc sub 1,30. Quand on dit reprise de conscience, on est modeste en termes, si vous voulez,
de données cliniques, hein, c'est réponse à des ordres simples, hein, donc c'est des données qu'on peut recueillir rapidement dans le box des urgences. Donc le seul délai pratiquement, ou le délai le plus important que vous devez garder en tête pour des manifestations motrices et de convulsions pour la définition, comme vous le savez, c'est 5 minutes. C'est les RFE 2018 de la SRLF, hein, mais c'est des choses qui sont consensuelles sur le plan international. Alors, vous allez voir, dans le cadre de cette présentation, on va faire référence plusieurs fois à ce document qui est donc le document référentiel le plus récent, même s'il date de 2016. C'est un consortium international de lutte contre l'épilepsie qui précise certaines définitions pour l'état de mal épileptique. L'état de mal épileptique, en anglais, hein, c'est status epilepticus. Donc, ce document, il est disponible online, hein, il n'y a pas de problème. Et les points importants, c'est ce que j'ai souligné, donc entouré en vert et en orange. La première chose, c'est que vous avez 2 délais qui sont des délais à garder en tête. Le premier délai de 5 minutes, ça vous l'avez, c'est le temps qu'on peut se donner pour considérer que la crise reste quelque chose qui peut, comment dire, se terminer de manière simple. Et les experts s'accordent à dire, hein, très clairement qu'au-delà de 5 minutes, on risque de se trouver dans une situation de convulsion prolongée, d'état de mal, et pour lequel une intervention thérapeutique, une intervention pharmacologique va être nécessaire. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le délai de 30 minutes. 30 minutes de manifestation motrice, c'est la durée pour laquelle on s'accorde à dire que les convulsions vont avoir des conséquences en termes de pronostic neurologique, fonctionnel et de pronostic vital, car, comme vous le savez, hein, les convulsions généralisées, non contrôlées, prolongées, peuvent induire des perturbations de l'homéostasie et des complications cardiovasculaires notamment. Donc, pour l'état de mal tonico-clonique convulsif généralisé, 5 minutes, 30 minutes. 5 minutes, c'est en fait le top pour se dire il faut débuter un traitement pharmacologique. Et 30 minutes, c'est vraiment le délai en dessous duquel il faut rester pour ne pas avoir des conséquences neurologiques et générales des crises prolongées. Donc, vous avez une fenêtre de traitement, finalement, qui est très courte. Et donc, ça, c'est un message qui est très, très important à comprendre. Alors, je n'ai pas le temps de vous décrire toutes les perturbations physiopathologiques associées aux crises prolongées, mais vous voyez qu'elles sont quand même rappelées sur cette diapositive. C'est un schéma qui est un peu ancien, mais je trouve que finalement, ce n'est pas si mal, où vous avez ces délais en bas de la diapositive qui vous sont rappelés. Quand on reste dans une fenêtre de temps qui est inférieure à 30 minutes, hein, des crises isolées ou des crises répétées, enfin une crise unique ou des crises répétées, mais sur 30, vous avez des manifestations qui sont associées aux crises, hein, qui sont classiques, notamment donc, des signes adrénergiques avec hypertension, mydriase, hyperglycémie, un métabolisme anaérobie, donc avec une augmentation du lactate, une acidose, une augmentation de la température, et puis vous avez une hyperperfusion cérébrale avec une souffrance neuronale qui n'est pas, en tout cas, encore détectable. On reste dans des perturbations physiologiques acceptables. Et plus le temps augmente en termes de crise, plus vous allez avoir ce qu'on appelle une dissociation électroclinique, hein, c'est-à-dire des manifestations cliniques qui vont être de moins en moins visibles en termes de signes moteurs, hein, de clonie notamment. Et à la fin, en général, on a des tableaux d'encéphalopathie ou de coma sans manifestation motrice, avec parallèlement, sur le plan électrophysiologique, une augmentation de l'activité électrique qui va devenir continue et puis de plus en plus dégradée si on laisse les convulsions persister pendant des heures ou des jours. Alors, ce que vous voyez aussi, hein, c'est que ensuite s'installent au-delà de 30 minutes hein, des lésions neuronales, une perfusion qui peut être altérée sur le plan systémique et cérébral. Et donc, vous avez en fait un phénomène auto-entretenu avec lésions ischémiques, souffrance neuronale, œdème cérébral, baisse de la perfusion et au maximum hein, donc des lésions cérébrales irréversibles. Alors, dans les définitions plus pratiques, pour décrire les états de mal, les experts s'accordent à identifier 4 axes. Alors, c'est plus peut-être un petit peu, pas toujours très opérationnel, il y en a un ou deux qui sont plus importants que les autres, je pense.
La sémiologie, c'est important. Est-ce qu'il y a des signes moteurs? Est-ce qu'il n'y a pas de signes moteurs prédominants? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une épilepsie connue ou inconnue? Donc ça, c'est, ou en tout cas inaugurale. Donc ça, c'est le deuxième point et qui est absolument majeur. Il y a un point sur lequel on insistera peu, c'est les patterns électroencéphalographiques qui, à mon sens, pour les réanimateurs à la phase aiguë, ont moins d'importance. Et puis l'âge, hein, sachant que quand on prend la prise en charge des patients adultes, l'âge a un poids pronostic majeur, hein, notamment chez les sujets âgés, comme vous l'imaginez. Donc c'est des axes qui sont proposés par les experts et on va voir qu'ils n'ont pas tous la même valeur. Alors, ce sur quoi j'insiste depuis le début, hein, c'est que dans les axes, il y a la question de êtes-vous devant un tableau chez un patient qui est épileptique connu d'une part, et êtes-vous devant un tableau avec une étiologie, donc une lésion cérébrale identifiée. Cette lésion, elle peut être aiguë, donc toute pathologie aiguë cérébrale un peu s'accompagne de manifestations épileptiques. Elle peut être chronique, ça peut être une lésion séquelaire, hein, post-trauma crânien, post-AVC, par exemple, post-encéphalytique. Ça peut être rarement dans le cadre de maladies neurologiques chroniques hein, aussi. On est parfois hein, devant des états de mal qui sont dits cryptogéniques, qui sont de novo, qui sont une entité récemment décrite et qui ont un pronostic et une prise en charge particulier. Donc ça va nécessiter des explorations complémentaires. Pour les choses, encore une fois en introduction, qui sont importantes à comprendre, c'est que tout ce qu'on décrit depuis le début dans le cas clinique de notre patient, finalement, ça a une valeur d'orientation et ça a notamment une valeur pronostique. Je vous montre ce score parce que vous allez être amené à faire de la réanimation sur le plan professionnel et vous serez amené à prendre en charge des états de mal épileptiques. Et donc ce score, il est connu, c'est le score STESS qui a été développé il y a une quinzaine d'années quasiment, hein, qui reprend quelques éléments simples qui sont disponibles à l'admission. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la profondeur des troubles de conscience, la présentation clinique, hein, donc avec le type de crise, hein, qu'elle soit partielle, convulsive, généralisée d'emblée ou que ce soit un état de mal non convulsif. L'âge, très simplement, le fait que le patient soit épileptique connu ou non, hein, vous voyez, history of previous seizures. Donc chacun de ces éléments ont un poids pronostic. Et ce score, il a été développé pour identifier rapidement les patients qui ont a priori, et je dis bien a priori parce que voilà, c'est les limites d'un score clinique, un pronostic favorable. C'est-à-dire que les patients qui ont un score faible, donc moins de 2 points, ou jusqu'à 2 points inclus, vous voyez qu'ils ont 97% de survie hospitalière. En d'autres termes, hein, si vous prenez un patient jeune qui est épileptique connu, qui a un tableau de crise, on va dire, état de mal généralisé, convulsif ou crise partielle, et qui n'est pas dans un état de coma persistant, hein, vous êtes dans un profil de crise relativement, possiblement simple à traiter, en tout cas de bon pronostic, et de manière opposée, hein, si vous êtes chez un sujet âgé non épileptique connu, avec un état de mal d'emblée dans le coma, vous êtes probablement, en tout cas moins certainement, dans un pronostic vital favorable. Donc très clairement, ce score il a été développé pour identifier les patients pour lesquels un traitement simple et rapide est à même de contrôler les crises et d'assurer bien sûr donc, la survie. Alors, si on revient à notre patient, on est en coma post-critique. Il est Glasgow 7 à 4 minutes de la fin de l'injection de clonazepam et il passe au scanner et au scanner, il fait une nouvelle crise généralisée. Donc, vous avez eu le temps d'acquérir quelques images sur un scanner sans injection que je vous ai mises sur la diapositive. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Bon, vous ne voyez pas tout, hein, donc vous avez le droit de dire que ça ne vous suffit pas. Bon, le scanner, il n'est pas complètement normal. Après, il n'y a pas de grosse catastrophe, hein, mais on voit quand même que les structures médianes sont en place. On voit une bonne différenciation substance grise, substance blanche. Je pense que vous êtes d'accord. On semble en tout cas discerner sur l'image de droite
des lésions hypodenses qui ne semblent pas épargner complètement le cortex et qui sont présentes des deux côtés, hein, qui sont bilatérales. Et donc, on est possiblement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, devant un processus aigu lésionnel cérébral. Hein, donc dans la case étiologique, on est chez un patient qui est cérébrolésé. Ok, donc on est devant une nouvelle crise généralisée. Il a reçu du clonazepam, et à ce stade, quelle attitude thérapeutique proposez-vous? J'entends un A avec un point d'interrogation, mais c'est peut-être la bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre ou qui veulent discuter d'autres stratégies? Ah, on est sur donc j'ai deux A pour l'instant, A ou B. Bon, vous êtes dans le juste, hein, globalement, hein, il n'y a pas de problème. Donc très clairement, on va dire que vous allez voir que il y a une place, hein, pour une deuxième injection de benzodiazépine chez ce patient. Personne n'a envie d'emblée d'intuber le patient pour un traitement lourd type propofol ou midazolam, et personne ne fait rien, hein, devant cette récidive de crise chez un patient jeune avec des antécédents et une lésion cérébrale aiguë non caractérisée au scanner. Je vois qu'il y a C ou D, donc il y a quand même des gens qui ont envie d'être peut-être plus agressifs, et c'est en tout cas la réponse qu'on va discuter, hein, c'est qu'on a la place là pour une nouvelle injection de clonazepam. C'est discutable, mais c'est ce qui est proposé par les recommandations françaises notamment, si vous restez dans des délais très courts en termes de... je pensais qu'il avait déjà eu 2 doses de clonazepam. Non, il n'avait eu qu'une, c'est pour ça. Il y a eu 2 crises, mais une seule dose. Donc on est à la deuxième dose. Et donc, si il a eu 2 injections de clonazepam, que faites-vous à ce stade, s'il récidive les crises? BCD. Très bien. Donc on est d'accord, hein, il n'y a pas de place pour la troisième injection, et là tout le monde est d'accord avec ça, et je pense que vous avez tout à fait raison, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes tout à fait au fait. Alors sur les choses qui sont importantes à noter, il y a un continuum en termes de prise en charge, hein, qui est relativement clair. Dès que vous avez les crises qui durent 5 minutes, vous êtes devant un état de mal inaugural que vous prenez en charge donc, par un traitement dit de première ligne que sont les benzodiazépines. Ça va aller très très vite. Il y a une place pour une deuxième injection, comme je vous disais, dans les recommandations françaises. C'est beaucoup moins clair dans les recommandations nord-américaines, mais néanmoins, on s'accorde à dire qu'on peut donner 2 fois ou 2 lignes de benzodiazépine. Si vous êtes devant ce qu'on appelle un état de mal établi, enfin ça c'est le terme anglo-saxon, hein, vous allez discuter, et vous l'avez très bien dit sur le chat, un traitement de deuxième ligne. Et donc vous voyez qu'on est sur des délais qui sont encore relativement courts, hein, par rapport au début de votre prise en charge en tant que réanimateur. Et puis ensuite, en fonction de la réponse ou de l'absence de réponse à ce traitement dit de deuxième ligne, vous ferez soit donc le diagnostic d'un état de mal épileptique simple, soit d'un état de mal épileptique réfractaire au traitement de deuxième ligne, et pour lequel d'autres traitements sont nécessaires. Et donc vous voyez que cet algorithme ou cette frise diagnostique, là, enfin cette flèche, on est de l'ordre de la dizaine de minutes. En tout cas, dans l'heure, on sait à peu près dans quel type de syndrome on se trouve et dans quel niveau d'intensité thérapeutique on se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients que vous verrez finalement peu en réanimation parce qu'on va s'arrêter au stage, enfin à l'état 1 ou 2, qui vont être pris en charge au déchocage, aux urgences, et qui vont évoluer favorablement. Mais il y a aussi un nombre non négligeable qui, dès la première heure ou qui, dans la première heure suivant l'arrivée aux urgences, vont nécessiter une intervention des médecins intensivistes réanimateurs. Alors, les crises chez ce patient ont cédé après un bolus de lévétiracétam. On va discuter ça, bien sûr.
Le patient, il est toujours Glasgow 7 à 40 minutes de la fin de la perfusion, les réflexes du tronc sont présents, il n'y a pas de mouvements anormaux, glycémie capillaire normale et il recrise. Je pense que là, il n'y a pas de discussion. On est d'accord, hein, je pense que personne n'a envie de faire autre chose. Mais là, très clairement, indépendamment du fait que les crises ne sont pas contrôlées, on est d'accord, hein, il n'y a aucun doute. Le patient, il est quand même comateux déjà hein, dans les suites du traitement du bolus de lévétiracétam. C'est un patient qui est jeune, qui a des comorbidités, qui a un état de mal fébrile, on nous a dit en début de présentation, et qui est cérébrolésé. Donc j'ai envie de dire, même s'il n'y avait pas une nouvelle crise, le seuil pour intuber ce patient, pour continuer la prise en charge, va être très bas. Hein, on va avoir du mal à gérer ce patient de manière non invasive avec un Glasgow 7 en post-critique. S'il avait repris une conscience avant de recriser, on serait reparti au début de l'algorithme. Alors, s'il avait repris une conscience... C'est une très bonne question. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend du type de crise qu'il aurait présenté. C'est-à-dire que s'il a repris une conscience après le lévétiracétam, c'est-à-dire qu'il est aux ordres, qu'il va un petit peu mieux, et qu'il refait une crise non compliquée, je pense qu'on peut essayer de gérer les choses de manière simple. Si c'est à nouveau des crises qui sont relativement longues, relativement riches sur le plan sémiologique, on est quand même devant un diagnostic qui n'est pas clair, il y a une lésion cérébrale au scanner, je pense qu'on n'aurait pas trop tergiversé et on aurait intubé le patient. Il ne faut pas non plus voilà, se rassurer trop, hein, vu le terrain, c'est un état de mal inaugural, enfin, on n'a pas une certitude diagnostique très claire, et je pense qu'on aurait pu discuter ça chez un épileptique connu, chez qui on prend un traitement, un patient non cérébrolésé. Voilà. On avance. Ok, donc à ce stade, vous avez intubé le patient, les crises sont maintenant contrôlées. Qu'est-ce que vous allez faire parmi ces examens que vous pouvez, je pense, tous raisonablement obtenir en urgence si vous les justifiez correctement. Donc on reprend le pitch, hein, c'est 29 ans, maladie de Wegener, corticoïde au long cours endoxant, état de mal épileptique inaugural, lésion cérébrale aiguë postérieure au scanner, fièvre, BCD, ABDE, ouais, ABDE, BDE. J'essaie de voir ce que vous ne mettez pas. Bon, il n'y a pas de grand piège. Hein. Je pense que très simplement, on va répondre aux questions une par une. Alors, je suis d'accord avec Erwan, IRM si radiologue le souhaite, mais ce n'est pas le radiologue qui souhaite caractériser la lésion seulement, c'est aussi vous, parce que là, vous êtes chez un patient immunodéprimé qui est en état de mal fébrile, et donc il faut caractériser la lésion. Donc, il faut au minimum une imagerie injectée. Dans le contexte, on ne se passera pas de demander de l'IRM, en tout cas de la discuter, hein, bien sûr, et vous avez raison. La PL, en l'absence de contre-indication, on va avoir du mal, devant un état de mal inaugural fébrile, à ne pas faire de ponction lombaire pour éliminer une méningoencéphalite. Le patient, il a un tableau qui est relativement aigu, brutal, il est immunodéprimé, donc il faut que vous ayez une recherche large. Donc vous allez demander un examen direct, vous allez demander le cryptocoque, vous allez demander les PCR virales, donc vous allez être systématique sur ce type de patient, et l'EEG, en post-critique comme ça, c'est un examen qui est indispensable. Donc, tout est important, avec peut-être des degrés d'obtention, enfin des rapidités d'obtention des examens qui vont être variables, hein, bien entendu, mais vous allez devoir, ou en tout cas proposer tous ces examens d'emblée pour avancer sur le plan diagnostic étiologique. Et c'est ça que je veux vous faire garder en tête comme deuxième message, hein, c'est qu'il y a une prise en charge étiologique importante dans la prise en charge des états de mal, et notamment dans les états de mal inauguraux. Alors voilà ce qui a été fait, et donc encore une fois c'est discutable. La ponction lombaire que vous obtenez tout de suite après l'intubation, c'est un LCR qui est clair, normotendue, 0,5 g par litre de protéinorachie, il y a moins de 5 éléments, l'examen direct est négatif, l'encre de Chine est négative, et les PCR multiplex également, enfin la multiplex LCR. Il a un EEG qui est fait donc à H2 de l'admission, ce qui est un EEG standard, mais qui montre un tracé ralenti de manière diffuse, il n'y a pas de crise résiduelle.
et il a une IRM cérébrale qui permet de caractériser un peu plus les lésions postérieures. Et vous voyez qu'il y a des lésions qui ne sont pas que postérieures, il y a des lésions un petit peu, comment dire, plus antérieures, frontales à gauche notamment, sur une séquence flair. Et donc, vous avez tous fait le diagnostic, hein, bien entendu, mais ce n'est pas l'objet de la présentation de ce soir. Mais ce patient, donc finalement, au terme de ces explorations, on a conclu à un état de mal épileptique tonico-clonique généralisé inaugural, en fait, correspondant ou s'intégrant dans le cadre d'un PRES, hein, donc d'un syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, qui associe donc encéphalopathie, convulsions, céphalée, troubles visuels, de manière inconstante, hein, mais c'est les symptômes les plus fréquents, hypertension artérielle, c'est plus fréquent dans des contextes d'insuffisance rénale et de traitement immunosuppresseur, hein, donc ce qu'il a, de maladies systémiques, ce qu'il a aussi, et puis un tableau en imagerie qui est compatible avec un œdème cérébral vasogénique. Et donc, c'est ce diagnostic d'encéphalopathie qu'on a pu faire avec les examens réalisés en urgence. Donc, on va recentrer sur le topo état de mal, hein, bien entendu, et pour essayer de vous faire passer quelques messages importants dans la demi-heure qui reste. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête, hein, c'est qu'il y a des objectifs de traitement dans l'état de mal épileptique qui sont essentiels. Donc, il faut aller vite, contrôler les crises le plus rapidement possible et ne pas sous-traiter, donc ne pas sous-estimer le niveau de traitement nécessaire. Hein, vous avez cet algorithme maintenant bien en tête. Traiter la cause ou déterminer la cause. État de mal inaugural égale patient cérébro-lésé jusqu'à preuve du contraire égale processus aigu neurologique, vasculaire, inflammatoire ou métabolique, hein, mais très clairement, ça fait partie intégrante de la prise en charge, hein, ne pas se focaliser que sur le symptomatique. La prise en charge des complications, si en tant que réanimateur, vous êtes appelé pour un état de mal épileptique ou un état de mal épileptique réfractaire, il y a des complications qui sont des complications potentiellement vitales associées aux crises qu'il faut systématiquement rechercher. Et puis, on va discuter bien sûr du monitoring, bien sûr, puisqu'il y a toujours une discussion pour vous autour de la place, hein, de l'EEG, qu'il soit continu, donc c'est CEEG, CEEG continu, ou le G standard, une fois que le patient est pris en charge en lab. Alors, un message qui est important à comprendre sur la physiopathologie et la nécessité d'être rapide dans la prise en charge, c'est ce qui est sur le schéma ici. C'est un vieux schéma, mais qui vous montre l'état d'une synapse avant, en situation physiologique normale, hein, à gauche. Vous voyez qu'il y a deux types de récepteurs postsynaptiques, hein, des récepteurs GABA et des récepteurs glutamate. Hein. Il y en a un qui est globalement inhibiteur hyperpolarisant, c'est le GABA, et puis le neurotransmetteur excitateur, c'est le glutamate. Et donc, en condition d'état de mal, hein, ce qui se passe, c'est que vous avez une libération massive de neurotransmetteurs excitateurs, donc de glutamate, au niveau de la synapse. Ces neurotransmetteurs vont se fixer sur les récepteurs glutamate, et il y a un phénomène, en fait, très dynamique au niveau de la synapse, d'internalisation et de modification du ratio récepteur glutamate sur GABA. Et donc, vous avez, en fait, au fur et à mesure que les convulsions continuent et que la concentration de glutamate augmente dans la synapse, une diminution du nombre, de la densité de récepteurs GABA, qui sont, comme vous le savez, les récepteurs aux benzodiazépines. Et donc, plus vous attendez, plus les crises continuent et plus vous attendez pour traiter, moins vous avez de récepteurs. Donc, moins votre traitement pharmacologique de première ligne, que sont les benzodiazépines, a des chances d'être efficace. OK ? Donc, il y a beaucoup de littérature là-dessus, hein, sur ce qu'on appelle la pharmacorésistance, hein, à la phase aiguë. Et donc, retenez, hein, que plus vous attendez pour traiter, plus les chances de succès ou plus les risques d'échec sont importants. Donc ça, c'est une revue qui vous rappelle, et on n'a pas le temps de la décrire, hein, mais les différents mécanismes au niveau protéique, cellulaire, et notamment en termes de neurotransmission, hein, de synthèse de neurotransmetteurs, qui vont conduire au caractère réfractaire ou super réfractaire de l'état de mal. Et vous voyez que c'est
en quelques secondes, quelques minutes, vous avez déjà des modifications de cette densité de récepteurs GABA ou de récepteurs au glutamate au niveau synaptique. Alors, ceci est d'autant plus important que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, chez un patient cérébro-lésé, donc cérébro-lésé, on entend traumatisme crânien, AVC, méningoencéphalite, par exemple, plus le temps passé à convulser est important, moins bon sera le pronostic neurologique. D'accord ? Vous avez une relation qui est schématisée ici entre la probabilité de mauvais pronostic et le temps passé avec des crises, que ce soit en minutes ou en heures. Hein. Il y a une relation très claire que les crises d'épilepsie constituent un axos, enfin pas un axos, un facteur d'agression cérébrale secondaire caractérisé dans ce type de pathologie. C'est moins vrai dans l'encéphalopathie post-anoxique, c'est-à-dire que les crises sont un marqueur de mauvais pronostics, quelle que soit leur intensité. Hein. Enfin, en tout cas, la relation est beaucoup moins linéaire. C'est un marqueur de très mauvais pronostics, comme vous le savez. Et par contre, hein, chez les patients qui ont une maladie épileptique connue non cérébro-lésée, la durée des crises, la relation avec le contrôle de l'état de mal est beaucoup moins claire. En tout cas, là, il n'y a même aucune relation sur le schéma, comme vous voyez, la droite est horizontale. Donc retenez très clairement que c'est un marqueur de gravité pronostique et que plus la durée des crises est longue, ou plus le temps que vous mettez à contrôler l'état de mal est long, moins bon sera l'outcome à la fin. Donc il faut aller vite. Dans les prises en charge importantes, il y a, dans les choses importantes de la prise en charge, il y a 3 axes qui sont bien résumés ici dans ce papier de Neurocritical Care, qui est régulièrement updaté. Il y a des mesures de prise en charge vitales simples, hein, qui sont les choses habituelles. Il y a des mesures de diagnostic étiologique d'une part et du diagnostic des complications, du retentissement de l'état de mal, hein, qui consiste donc notamment des prélèvements sanguins, les prélèvements métaboliques classiques. AED, c'est anti-epileptic drugs, donc le taux d'antiépileptique chez un patient épileptique connu qui prend un traitement. Une imagerie cérébrale qui est assez large du fait des complications, notamment traumatiques possibles à la phase aiguë. Et puis, une dimension de monitoring, EEG, continu, si possible, notamment chez les patients qui ne récupèrent pas un état neurologique satisfaisant. Donc tout ça, c'est quand même finalement assez compliqué ou assez long à mettre en œuvre, hein, quand vous accueillez un patient pour état de mal épileptique inaugural notamment. Dans les complications qui sont importantes et qui vont vous poser problème, il y a des complications respiratoires, qui sont des complications simples, hein, pneumopathie, inhalation, il y a les œdèmes pulmonaires neurogéniques parfois. Il y a des complications mécaniques, en haut à droite, hein, qui sont notamment donc, en dehors du trauma crânien, des fractures de côte, des luxations d'épaule et de hanches, hein, qui sont secondaires aux crises prolongées qu'il faut détecter systématiquement. Des complications cardiaques qui sont essentiellement des cardiopathies de stress, des troubles du rythme, au maximum des Takotsubo, donc ça peut se voir avec des vrais états de choc. Et puis des complications métaboliques, insuffisance rénale sur rhabdomyolyse, acidose lactique suite donc aux crises prolongées, qui peuvent entraîner des perturbations qui sont vitales chez certains patients. Et donc ça, il faut très clairement garder ça en tête quand vous prenez en charge et que vous accueillez le patient, faire systématiquement le bilan de ces complications. Alors, sur le traitement des crises, il faut avoir une approche type stepwise, hein, donc pas à pas, avec 3 lignes de traitement. Pour les benzodiazépines, qui constituent le traitement de première ligne, les recommandations, elles sont très claires. Vous avez ici donc les recommandations internationales, et pour la France, finalement, vous allez avoir le clonazepam, qui est en plus, hein, enfin, qui est la benzodiazépine, donc le Rivotril, qui est la plus utilisée finalement. À la posologie, donc 0,015 mg kg, donc retenez des choses simples, hein, 1 mg pour les adultes, et puis si les gens sont obèses, c'est 1,5 mg, sinon on ne s'en sort pas. Délai d'action très rapide, demi-vie
relativement longue, hein, qui se rapproche de celle du diazépam. L'autre option thérapeutique que vous avez, qui est de plus en plus utilisée en préhospitalier, c'est le midazolam par voie intramusculaire, 10 mg pour l'adulte. Et ça, c'est très intéressant chez les patients qui ne sont pas encore perfusés, quand vous êtes en préhospitalier, quand vous êtes dans les étages. Ça a un mode d'action qui est tout à fait satisfaisant. Il y a une étude randomisée qui a été faite, qui se comparait au lorazépam, qui est le traitement de référence aux États-Unis. Et vous voyez qu'en termes de contrôle des crises, donc c'est en préhospitalier, en termes de contrôle des crises à l'arrivée aux urgences, vous avez le midazolam qui ne fait pas moins bien, et peut-être mieux même, hein, c'était significatif en tout cas, sans que vous ayez plus recours à l'intubation ou que vous observiez plus de récurrence des crises. Donc le midazolam IM 10 mg chez les patients non perfusés pour un traitement de première ligne, c'est quelque chose qui est acceptable et qui est parfaitement démontré et qui apparaît dans les recommandations comme vous le voyez. Pour la deuxième ligne de traitement, vous avez les idées claires. Vous avez 3 molécules possibles qui sont, proposées, donc, que sont la phosphénitoïne, le valproate et le lévétiracétam. Retenez que ces médicaments n'ont pas tous le même mode d'action, hein, bien entendu. Alors, le but, ce n'est pas forcément de savoir tous les modes d'action de tous les médicaments, hein, mais retenez qu'il y a globalement beaucoup de médicaments qu'on utilise qui sont des agonistes ou des potentiateurs du GABA, donc benzodiazépine et barbiturique notamment. Beaucoup de médicaments qu'on utilise sont antiglutamatergiques. En tout cas, le lévétiracétam, qui est le médicament de loin le plus prescrit, c'est son mode d'action principal, hein, qui va donc inhiber la libération de neurotransmetteurs excitateurs au niveau de la synapse. Et puis, beaucoup d'autres médicaments, et notamment la phosphénitoïne, sont des médicaments qui modulent les canaux ioniques voltage dépendants présynaptiques, hein, qui induisent aussi la libération de glutamate. Donc, tous les médicaments n'ont pas le même mode d'action et n'ont pas les mêmes effets secondaires. Donc, effectivement, vous avez raison. Dans les recommandations qui datent de 2016, hein, on mettait au même niveau phosphénitoïne, acide valproïque, lévétiracétam. Je mets une petite parenthèse pour le phénobarbital parce que c'est quand même un médicament qu'on utilise de moins en moins du fait de ses effets secondaires. Les posologies, elles sont relativement simples. Et là, sur quoi j'insiste, c'est qu'il faut savoir bien prescrire ces médicaments. Par exemple, la phosphénitoïne, hein, c'est en équivalent de phénitoïne sodique, 20 mg kg sans dépasser 1,5 g, quoi qu'il arrive, et 150 mg par minute. Ça veut dire qu'au maximum, vous êtes à 1,5 g que vous passez en 10 minutes IVSE. D'accord. Et souvent, ce qu'on voit, c'est soit des posologies qui sont un petit peu inadaptées, soit des débits de perfusion qui sont très longs. On voit 1,5 g sur 30 minutes. Non, 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 non. Vous devez aller vite pour juger de l'efficacité de votre traitement deuxième ligne. Au bout de 10 minutes, vous avez terminé la perfusion. Les effets secondaires, arythmie, hypotension, ils sont souvent vitesse de perfusion dépendants. Donc, souvent, ce qu'il faut, c'est peut-être, en cas de mauvaise tolérance, essayer de terminer le traitement en baissant le débit de perfusion. Et si vous n'y arrivez pas, vous changez de traitement. Acide valproïque, 40 mg kg, hein, sans dépasser 3 g. Lévétiracétam, donc c'est forte dose, 60 mg kg, sans dépasser 4,5 g. Là aussi, pour le lévétiracétam, ce qu'on voit souvent, c'est, entre guillemets, je l'ai chargé en Keppra, vous regardez la posologie, la prescription, le patient a reçu 1 g aux urgences, vous n'êtes pas du tout dans des doses de charge. Donc, la manière dont on administre le médicament, la posologie, c'est des choses qui sont essentielles dans ces traitements de seconde ligne. En termes d'évidence, d'essais randomisés, hein, vous avez une étude que vous avez, je pense, tous vu passer récemment, 2019, 384 patients, état de mal convulsif, donc ne répondant pas au traitement de première ligne par benzodiazépine, randomisé lévétiracétam, phosphénitoïne ou valproate. Le critère de jugement principal, c'est le contrôle des crises à 1 heure de la fin de la perfusion. Donc, on est sur des contrôles, des critères de jugement relativement simples et pratiques, hein, modestes. On est encore dans une prise en charge aux urgences. Et vous voyez que globalement, hein, c'est modeste, hein, c'est 45%, 46% des patients ont un contrôle des crises avec un traitement de deuxième ligne. En d'autres termes, on peut imaginer que l'autre moitié ont un état de mal réfractaire au traitement de deuxième ligne.
Vous voyez que les complications, donc, enfin, ce qui en suit, hein, c'est que 60% des patients, quel que soit le groupe de traitement, sont hospitalisés en réanimation. Donc, c'est des malades que vous allez être amenés à prendre en charge en post-critique, quoi qu'il arrive, avec des durées de réa qui sont en règle relativement courtes. Vous voyez, un jour en médiane, donc c'est comment dire, c'est pas souvent des séjours prolongés, fort heureusement. Vous voyez que les crises, quand elles cessent, et c'est la dernière ligne de la diapositive, hein, quand les crises cessent, la durée pour que les crises s'arrêtent, c'est relativement court. C'est quelques minutes. En 10-12 minutes, vous êtes fixé. D'accord? Donc vraiment, attention à cette prise en charge de traitement de deuxième ligne pour voir dans quel cadre vous vous trouvez. Vous voyez, le succès thérapeutique, il est évaluable relativement rapidement. Donc ça, c'est le picto qui accompagne l'étude, hein, avec les posologies que vous avez maintenant en tête. Hein, et vous voyez qu'on est dans une équivalence. En tout cas, il n'y a pas de différence très nette. On peut dire que ces médicaments font aussi bien l'un que l'autre ou aussi mal l'un que l'autre pour contrôler les crises, hein, parce qu'on est quand même dans moins de 50% de succès dans les trois scénarios. Et donc, ce qui va moduler votre choix, eh ben, c'est plusieurs choses. C'est la disponibilité du médicament, bien sûr, les interactions médicamenteuses, et puis le type d'épilepsie. Et donc, dans ce article du New England, qui est un petit article de décision clinique que je vous engage à lire, hein, parce qu'il est vraiment très, très court et très simple, on vous rappelle un petit peu les plus et les moins des différents traitements avec les avantages et les inconvénients hein, pour le lévétiracétam, pour la phosphonítoïne et pour le valproate. Les gros red flags pour les traitements, hein, c'est donc l'acide valproïque, donc la dépakine. Attention donc chez la femme en âge de procréer parce que c'est considéré comme potentiellement tératogène. Il y a une toxicité hépatique et hématologique qui est relativement bien caractérisée, donc qui peut poser problème, notamment quand en termes de traitement d'entretien. Pour la phosphénitoïne, c'est essentiellement des complications cardiaques rythmiques, hein, donc, et puis ça a des interactions médicamenteuses, donc attention. Mais par contre, c'est un médicament qui est extrêmement disponible, donc on trouve ça dans tous les camions de SAMU aux urgences. Enfin, il y a toujours, c'est un médicament qui est facile à obtenir. Le lévétiracétam, c'est de loin le plus prescrit, peu d'interactions, formule intraveineuse. Attention chez les sujets âgés, il y a des effets secondaires neuropsychiatriques, somnolence, c'est parfois pas si bien toléré que ça. En général, en dose de charge, ça ne vous pose aucun problème, mais dans l'entretien, derrière, ça peut être un petit peu différent. Donc, c'est pas tellement sur l'efficacité, hein, mais c'est plus sur le profil de patient, sur le type d'épilepsie, sur les comorbidités, les effets secondaires que vous allez choisir une ou l'autre de ces trois molécules chez l'adulte. Et puis, donc, chez notre patient qui a recrisé, l'autre chose qui est potentiellement nécessaire, hein, c'est donc l'intubation que vous avez tous proposé sans aucun doute pour en fait utiliser les médicaments de la sédation comme des agents antiépileptiques, hein, donc une anesthésie générale à visée antiépileptique. Et donc, là, en termes de recommandations, on est dans un niveau de preuve qui est extrêmement faible, comme vous le savez probablement. Et les recommandations mettent à peu près au même niveau deux molécules, et peut-être trois, mais en tout cas deux molécules certainement, les benzodiazépines IVSE, donc le midazolam en pratique, ou le propofol. Alors, ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est que ce ne sont pas des doses de sédation light que vous utilisez chez les patients sous ventilation artificielle, sous ventilation mécanique invasive, hein. Ce sont des doses relativement conséquentes qui vont être guidées par deux choses, qui vont être guidées par l'obtention d'un contrôle clinique des crises et un contrôle électrique des crises dans un range qui vous permet d'éviter les effets secondaires de ces différents traitements. Et donc, si vous faites un calcul rapide, hein, si vous faites un patient de 80 kg, une dose de charge de midazolam de 0,2 mg/kg, vous êtes sur des bolus de midazolam de 15 mg. Donc, c'est des choses qui ne sont pas des posologies classiques de sédation. Et sur les doses de maintenance, hein, d'entretien, vous allez être sur des ranges 15, 20, 30, 40, 45 mg/h. Donc, des posologies qui sont faramineuses. Okay, et donc, c'est pour ça qu'il faut monitorer. Propofol, même topo, hein, vous êtes sur des fortes posologies, des bolus. Alors, sur une induction, ça peut se concevoir, hein, mais 160 mg, mais sur les posologies d'entretien, vous montez là jusqu'à
300-400 mg/h. Et donc, attention aux effets secondaires, et notamment aux effets secondaires hémodynamiques. Barbituriques sont considérés comme un traitement qu'on peut discuter, beaucoup d'effets secondaires, demi-vie très longue, hypothermie, complications infectieuses, de moins en moins utilisées. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à manier que le propofol, par exemple, que vous utilisez au quotidien. Alors, je regarde la question, faut-il intuber après induction à séquence rapide? Alors, est-ce que c'est la question, c'est faut-il intuber avec induction à séquence rapide? En induction à séquence rapide, est-ce qu'il y a des particularités de l'intubation de l'état de mal épileptique? C'est peut-être ça la question. Je vous laisse la reformuler parce que je ne suis pas sûr de comprendre. Et on continue tranquillement. Donc, ce que je voulais vous dire par là, hein, c'est que en termes de niveau de preuve, vous êtes le plus souvent à discuter une anesthésie générale par midazolam ou propofol en première. Alors, une question qui est importante, c'est une fois qu'on a intubé le patient dont on parle depuis le début de la présentation, là, ce jeune patient, qu'est-ce que vous attendez du monitoring électroencéphalographique? Donc, ça mériterait peut-être un cours entier, mais dans le cadre de l'EEG, de l'état de mal, pardon, on peut faire un petit focus là-dessus. Donc, premièrement, vous avez des indications pour lesquelles l'EEG continu est proposé. Donc, je ne dis pas que toutes ces recommandations, ces indications reposent sur un haut niveau de preuve, mais c'est ce que les experts s'accordent à dire. Donc, il y a des indications diagnostiques qui sont donc celles en noir, hein, diagnostic de crise non convulsive ou d'état de mal non convulsif, de lésions ou d'altérations électroencéphalographiques paroxystiques particulières. Bon, il y a des indications de diagnostic dans l'ischémie cérébrale, notamment dans l'hémorragie subarachnoïdienne, donc c'est très particulier. Et puis ce que vous utilisez beaucoup, notamment, hein, c'est devant une encéphalopathie, notamment post-anoxique, vous l'utilisez pour le pronostic. Et puis, donc, pour l'état de mal épileptique, vous voyez qu'il y a deux indications de l'EEG, et l'EEG ici continu, hein, idéalement, c'est donc s'assurer de l'efficacité du traitement des crises, donc c'est la première indication en bleu. Et puis, la deuxième chose, hein, c'est le monitorage ou le monitoring de ce traitement forte dose, donc, qui vise à supprimer les crises, puisque on ne va pas juste contrôler les crises, on va être sûr qu'on n'est pas dans un tracé de suppression totale de l'EEG qui peut être délétère sur le long terme. OK, donc c'est les deux indications en bleu qui justifient l'état de mal, le monitoring dans l'état de mal. En termes d'objectifs, d'endpoints, hein, ce qui est rappelé, alors c'est les recommandations de 2012 américaines, c'est les plus récentes aux États-Unis, mais elles n'ont pas vraiment changé. Hein. L'objectif que vous devez vous fixer chez ce patient de 29 ans, une fois que vous l'avez intubé, c'est un objectif de sédation des crises, de cessation des crises. Et donc, c'est un objectif qui est relativement simple. Hein, sur un EEG standard, vous voyez qu'il n'y a pas de crise résiduelle sur 20, 30, 40 minutes après induction, intubation et sédation par propofol ou midazolam. Après, les autres recommandations, vous voyez, c'est d'avoir, donc ça c'est la base, des tracés qui reflètent plus l'imprégnation en agents pharmacologiques. Donc vous avez différents niveaux, et là c'est de la sémiologie EEG, hein, mais c'est des rythmes bêta rapides qui sont en fait le signe de l'imprégnation, notamment en benzodiazépine, donc c'est des rythmes rapides au-dessus de 8 Hz. Le burst suppression, donc, qui sont des tracés d'atténuation, de suppression du signal entrecoupé de périodes d'activité brusques, hein, qui sont en fait un signe d'imprégnation pharmacologique, et on voit très bien dans les traitements par propofol. Et puis au maximum, hein, si vous augmentez les doses de GABA agonistes, hein, que ce soit de midazolam ou de propofol à très forte dose, vous avez un tracé supprimé ou complètement nul, hein, qui peut être complètement plat, du fait de l'imprégnation pharmacologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive très bien à faire avec les barbituriques, si on les utilise à forte dose. Mais ça, ces trois éléments-là, les trois derniers qu'on vient de discuter, ce ne sont pas des objectifs de traitement en soi.
C'est ce qui est surligné en gris qui reste, on va dire, un objectif raisonnable. Alors, sur ce qui est de l'EEG continu, parce que ça, c'est une question à laquelle on a du mal à répondre, hein, très clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est quelque chose qui est de plus en plus prescrit. Il y a une augmentation du recours au monitoring continu en général en réanimation, et c'est aussi vrai pour l'EEG. Ça, c'est une étude nord-américaine où ils ont regardé globalement les indications d'EEG continu. Vous voyez, il y a 27 000 patients, 22 000 patients pardon, qui ont été suivis donc, sur les données administratives. Des indications d'EEG continu qui sont soit sur de l'état de mal épileptique, donc en rouge, soit sur des pathologies cérébrales aiguës vasculaires type HSA ou hémorragie intracérébrale. En vert, donc des patients qui sont admis pour encéphalopathie, coma, sans lésion cérébrale. Donc vous voyez que l'utilisation elle est manifestement plus importante dans le cadre de l'état de mal, qu'elle est en augmentation constante dans les 3 indications. Et quand on regarde un petit peu l'effet, est-ce que l'effet du monitoring est bénéfique sur le pronostic, hein, qui est une question qu'on peut se poser, on voit que dans une cohorte, hein, il y a un effet qui semble intéressant sur le pronostic avec un effet protecteur. Vous voyez que l'odds ratio est inférieur à 1 sur la cohorte globale. Et quand on regarde sur les sous-groupes de patients, donc état de mal épileptique, pathologie cérébrovasculaire ou troubles de conscience, vous voyez que ce n'est pas tout à fait homogène. Et en tout cas, pour les patients état de mal épileptique qui viennent en réanimation, le bénéfice de l'EEG continu, il n'est pas si clair que ça. Donc le bénéfice de l'EEG, l'intérêt de l'EEG, il est certain. Donc ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, bien entendu. Mais le côté monitoring EEG continu, c'est quelque chose qui est compliqué. Pourquoi? Parce que l'accessibilité à la technique, la longueur d'interprétation peut parfois avoir des effets qui sont peut-être pas si clairs. En tout cas, c'est des choses qui restent encore à démontrer. Il y a d'autres études qui montrent que le débat n'est pas clos, on va dire. Voilà, donc faites de l'EEG, bien entendu. Assurez-vous du contrôle des crises. Si vous avez accès à l'EEG continu, tant mieux. Si vous avez accès à un EEG intermittent que vous pouvez répéter, c'est aussi probablement très bien, notamment si l'état de mal est contrôlé rapidement. Dès le premier EEG, on est probablement dans une situation finalement relativement simple en termes de réanimation. Alors pour terminer, et après je répondrai aux questions de chacun si vous en avez, je vous remets ici donc encore un autre algorithme, mais qui est finalement celui de la société américaine et des guidelines qui tient sur une page et que vous avez maintenant parfaitement décrypté avec les nuances pour chacun des niveaux de traitement. La phase de stabilisation qui est une phase de prise en charge symptomatique, d'accès veineux, de monitoring, le traitement de première ligne avec les benzodiazépines et les choix thérapeutiques, le traitement de seconde ligne avec la nuance que depuis il y a des données d'études randomisées qui sont disponibles, et le traitement de troisième ligne, où vous voyez que les experts mettent à même niveau le thiopental, le midazolam ou le propofol, mais qui insistent dans ces recommandations, tous ces traitements doivent être faits sous monitorage EEG. Voilà. Alors, en conclusion, sur la prise en charge de l'état de mal initial, il faut aller vite. Il ne faut pas sous-traiter les patients, ça je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Le traitement étiologique ou identification de la cause est absolument essentiel. Les complications et avoir accès à un monitoring chez les patients qui ne se réveillent pas immédiatement pour s'assurer du contrôle des crises. Donc ça, c'est les 4 étapes et que vous voyez que vous êtes amené à mettre en œuvre dans les premières heures. Et donc en général, sur un patient que vous prenez en charge sur garde, c'est des choses que vous allez faire au cours de la garde et vous devez savoir rapidement si vous vous trouvez ou pas devant un état de mal épileptique réfractaire au terme de ces différentes investigations. Voilà, il est 8h moins 2, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Je vais répondre aux questions parce que j'ai vu qu'il y en avait une sur le chat. Alors oui, donc c'était bien ça, y a-t-il des particularités concernant l'intubation et la place des curares en induction? Alors, c'est une très bonne question.
il ne faut pas croire que l'état de mal épileptique, finalement, nécessite euh, comment dire, une prise en charge si particulière. Pour l'induction, euh, pour l'intubation, hein, s'il y a une indication d'intubation, vous devez vous mettre dans les conditions les plus safe dont vous avez l'habitude. Donc, vous utilisez votre protocole habituel d'intubation. Nous, par exemple, à Bichat, on travaille avec la kétamine et le rocuronium pour tout le monde. Il n'y a pas de protocole d'induction particulier. Et donc, il faut utiliser les drogues que vous avez l'habitude d'utiliser. Et c'est d'autant plus vrai en préhospitalier où ils ont un protocole d'induction simple, quelle que soit la prise en charge. Et donc, il n'y a pas de particularité. Il y a quelques études qui se sont intéressées. Voilà, on peut se poser la question, effectivement, de mettre plutôt un agoniste de GABA type thiopental en induction, plus que de la kétamine ou de l'étomidate pour le médicament sédatif. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'études qui montrent un bénéfice de l'un ou l'autre, de l'une ou l'autre de ces molécules dans ce, dans ce, dans ce contexte. Le problème, hein, c'est vraiment plus de contrôler les axos rapidement et d'intuber le malade correctement, que vous soyez dans une prise en charge symptomatique adéquate et que vous soyez à l'aise pour la suite de la prise en charge. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, il n'y a pas d'autres questions. Bon, bah écoutez, si ça vous va, on va s'arrêter là parce qu'il est 8 heures et je pense que vous êtes peut-être tous fatigués. Et bah, encore une fois, je reste joignable par mail si vous avez des questions. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous.